La guerre, c'est moche. Je pouvais pas faire plus bateau comme introduction, mais c'est quelque chose que j'aime rappeler de temps en temps. Le cadre de base de la licence Transformers est le conflit entre Autobots et Decepticons, une guerre limitée pendant un temps à la planète Cybertron et qui bien souvent s'étendra à d'autres mondes, dont la Terre. Si beaucoup de médias de la licence Transformers ne sont pas forcément des histoires militaires, se rapprochant parfois davantage des histoires super-héroïques, de science-fiction ou adoptant volontairement un cadre différent, le conflit cybertronien reste une sorte d'ombre qui plane au-dessus de la plupart des intrigues de la franchise, de près ou de loin. Et au contraire de cela, plusieurs histoires sont là pour nous rappeler que dans un conflit militaire, tout le monde peut y passer. Il suffit de voir en cela le film de 1986. Hasbro avait donné la consigne à l'époque de tuer certains personnages dont les jouets n'étaient plus en vente, mais les scénaristes se sont appliqués à le faire d'une manière tellement crue et brutale parfois que ce sont des milliers de parents qui se plaindront à la marque, un traumatisme déjà bien documenté et dont j'ai déjà parlé à quelques reprises. Et justement aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'une des histoires les plus marquantes des comics IDW, déjà évoquée dans quelques focus ou analyses, mais dont je n'ai jamais parlé en profondeur. Aujourd'hui, il est temps de parler du comics Last Stand of the Wreckers, une histoire qui a marqué les fans et qui s'est inscrite comme un média essentiel de la licence. Bon visionnage. Quand les Autobots ont une mission à haut risque à remplir, quand il faut sortir les gros flingues, Optimus Prime peut compter sur les Wreckers. Cette équipe d'élite, composée d'individus tous plus intrépides les uns que les autres, fait partie de la licence Transformers depuis pratiquement le tout début, ayant été inventée dans les pages des comics Marvel dans les années 80. Mais derrière les apparences héroïques, quasiment légendaires, il y a les faits. Intégrer une unité d'élite de ce genre, c'est aussi accepter que l'on va remplir les missions les plus mortelles et que l'on est dispensable. Mais parfois, ça peut aussi amener à découvrir des choses bien sombres sur son propre camp. Je précise avant de commencer que ce comics n'a jamais été traduit en français à ce jour, et c'est loin d'être sûr qu'il le sera. Et étant donné qu'il est sorti en 2010, ça va de soi, mais spoiler alert. Last Stand of the Wreckers s'inscrit donc dans la continuité des premiers comics IDW, ayant duré de 2005 à 2018, et nous raconte l'histoire d'une mission cruciale menée par l'équipe de choc des Autobots sous le commandement de Springer. L'histoire se déroule de façon non linéaire, dans le sens où on a pas mal de flashbacks et de sauts dans le temps, donc je vais vous la raconter de la façon la plus simple possible. Un groupe de jeunes recrues s'apprête à rejoindre les légendaires Wreckers, l'équipe d'Autobots envoyée dans les opérations à haut risque par le haut commandement, dont les exploits ont été racontés par de nombreuses personnes. Parmi ces dernières, on trouve notamment Iron Fist, un ancien fabricant d'armes, tellement admiratif de l'histoire du groupe qu'il est devenu leur historien non officiel. Via des logs de données, des archives, le tout sous le pseudonyme de Fissitron, il a catalogué toute l'existence des Wreckers. Voir leur ancien leader, Impactor, en action aura été une révélation pour lui lorsqu'il était jeune, et il a enfin l'opportunité de réaliser son rêve. À ses côtés, on retrouve Pyro, Rotorstorm et Guzzle, tous les trois appelés pour leur première mission également, s'entraînant au tir au moment où le vaisseau d'Ultra Magnus arrive pour les récupérer. Montant à bord, ils découvrent une humaine, Verity Carlo, qu'ils snobent au premier abord, ne voyant pas ce qu'elle venait faire au milieu de tout ça. Springer les remet en place et va alors leur expliquer l'objectif de la mission qui les attend. Ils vont devoir se rendre sur la planète Garrus 9, une prison Autobot qui a depuis quelque temps connu l'enfer. Garrus 9 est donc une prison où sont enfermés certains Decepticons sous la supervision de Fortress Maximus. C'est un lieu hautement sécurisé où même certains criminels Autobots se vivent derrière les barreaux. Un jour, une attaque menée par Skyquake a pour but de libérer les prisonniers. Sous les ordres de Megatron, ce dernier a emmené sur la planète des troupes et Fortress Maximus, qui, on précise, est un bot de taille normale ici, va donc devoir défendre le lieu. Or, alors que l'assaut Decepticon s'exécute, un bot inattendu fait son apparition. Overlord. Ce dernier, anciennement l'un des généraux les plus haut placés de l'armée de Megatron, entend bien prendre la direction des opérations. Skyquake s'y oppose et est tué sur le champ. Vous le savez si vous avez vu mon focus sur lui, Overlord c'est un fou dangereux, un Decepticon surpuissant, dérangé, qui prend plaisir à faire subir les pires choses possibles à ses ennemis. Mais c'est également quelqu'un qui a un gros problème d'ego, et lorsqu'il s'est opposé à un ordre de Megatron par le passé, il a déserté et souhaite maintenant attirer l'attention de ce
dernier, qui avait promis de le traquer personnellement s'il lui désobéissait. Overlord s'empare alors de Garrus 9 et en fait un véritable enfer, faisant s'entretuer les prisonniers dans des combats à mort, faisant miroiter la survie à celui qui triompherait. Il torture également Fortress Maximus afin d'essayer d'accéder à une pièce verrouillée de la prison, sans succès. En tout, Overlord dirigera ainsi pendant 3 ans. 3 ans durant lesquels il va notamment libérer Shockwave en échange de la désactivation d'un virus implanté sur l'ordre de Megatron bien des années auparavant, l'empêchant de percevoir ses faiblesses. Un marché honnête pour Shockwave qui voit là l'occasion de sortir d'une situation bien précaire, notant d'ailleurs qu'Overlord n'est pas le premier à vouloir attirer l'attention de Megatron de la sorte. Car oui, ce que ce dernier veut surtout, c'est l'opportunité d'affronter son ancien chef en duel singulier, et de lui prouver sa supériorité. Il pense donc que la prise de Garrus 9 finira forcément par attirer son attention, attendant donc simplement que Megatron accepte son défi. Les jeunes Wakers, sous l'autorité de Springer désormais, s'apprêtent donc à embarquer pour leur première mission, jusqu'à ce que quelqu'un d'assez inattendu fasse son retour. Impactor. L'ancien leader des Wakers, qui avait été emprisonné sur Garrus 9 pour une raison qu'on ne connaît pas encore, monte à bord et explique avoir été libéré par un Decepticon en désaccord avec Overlord et ses pratiques. Kup ajoute qu'il a lui-même par le passé été témoin et victime de la brutalité du Decepticon, n'ayant été épargné que parce que ce dernier avait défié Megatron. L'objectif des Wakers est donc de se rendre sur Garrus 9, libérer les lieux et trouver quelqu'un ou quelque chose nommé Equitas. On ne sait pas encore ce que c'est, mais ça a l'air important. Ultra Magnus, appelé sur Terre, ne se joindra pas à la mission, et même si Verity devait repartir avec lui, elle choisit de rester aux côtés de Springer, Perceptor et des autres. L'équipe se sépare alors en deux et plonge dans 2 petits vaisseaux en direction de la prison. Après un atterrissage mouvementé, et c'est peu dire, les Wakers se retrouvent donc séparés et aussitôt sous un lourd feu ennemi pour la moitié d'entre eux. Les autres ont un sort encore moins enviable, ayant atterri dans la salle du trône d'Overlord, faisant face au général Decepticon. S'attendant à recevoir la visite d'un groupe de Decepticons envoyé par Megatron pour le débusquer, il est assez déçu de découvrir qu'il ne s'agit entre guillemets que des Wakers, surtout que ceux qu'il a sous les yeux ne sont pas les plus impressionnants. Rotorstorm, compensant probablement l'angoisse du moment par de l'humour, fait une énorme feinte à Overlord en criant « Wakers, combinaison !» comme s'il s'agissait vraiment d'un groupe de combiners. La blague est tellement drôle que même Overlord en rigole, et alors qu'il rit, et que même Rotorstorm semble rire nerveusement, il pointe son arme sur la tête de ce dernier, et lui éclate le crâne, éclaboussant ses coéquipiers d'énergon. Ces cases font vraiment partie à mon sens des meilleures du comics, elles permettent surtout de donner le ton de l'ensemble. On sent tellement, mais tellement la nervosité de Rotorstorm quand Overlord se met à rire, et on sent d'autant plus la brutalité de la chose quand ce dernier le tue. C'est une mort froide, rapide, qui peut surprendre, mais qui surtout sera loin d'être la dernière. D'ailleurs, ça donnera un peu plus tard un autre passage où Iron Fist réalise qu'être un Wakers, ce n'est pas vivre des aventures trépidantes, mais c'est surtout assister à certaines des pires atrocités du conflit entre Autobots et Decepticons. Et oui, la guerre c'est surtout ça, bien loin de l'héroïsme fantasmé ou de récits épiques, une boucherie à laquelle peu vont échapper. Celui qui n'y échappe pas pour le moment, c'est Twin Twist, qui tout comme Springer et Impactor, sera capturé et torturé. Ça en arrivera même au point où son visage est entièrement détruit, une image perturbante. Mais ce qui va encore davantage compliquer la tâche des Wakers, c'est que Topspin, son jumeau, possède un sparkelier. Ainsi, lorsque l'un des deux sent quelque chose, l'autre le sent aussi. Et lorsque Twin Twist est torturé, Topspin ressent tout, même s'il est à l'autre bout de la prison. Car justement, le groupe mené par Perceptor arrive finalement à trouver Equitas. C'est la seule chose dans la prison qu'Overlord n'était pas parvenu à atteindre. Pour trouver Equitas, il fallait un code que seul Fortress Maximus connaissait. Et malgré la torture et les milliards de tentatives, ce dernier avait tenu bon, étant réduit à un état végétatif. Perceptor était donc l'un des seuls autres détenteurs du code, ce qui leur a donc permis d'accéder à Equitas. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien pour faire simple, c'est un super ordinateur impartial qui juge les criminels présentés devant lui, et qui stocke surtout toutes les données de ces derniers. Devant cette découverte, certains Wakers sont assez circonspects. Pourquoi se donner tant de mal pour des données sur des criminels Decepticons? Le pire, c'est que pour accéder à Equitas dans l'état actuel des choses, il faut qu'un d'entre eux utilise son
son propre Spark. Traduction, il va falloir faire un sacrifice. Pyro est alors désigné comme candidat potentiel, mais ce dernier, se comparant sans cesse à Optimus Prime, souhaite une mort plus glorieuse qu'un simple sacrifice pour un ordinateur, et sa petite fierté le fait s'y opposer. Iron Fist est donc prêt à donner sa vie avant que Topspin ne s'interpose. Ce dernier sait que mourir, c'est aussi faire mourir son frère Twin Twist, mais au vu des souffrances qu'il était en train d'endurer et de la torture dont il était victime, la mort était une option préférable. Topspin se sacrifie donc et les données d'Equitas sont rendues accessibles puis téléchargées par Iron Fist. Ce dernier apprend alors la vérité sur la raison pour laquelle Impactor était emprisonné sur Garrus 9. L'ancien chef des Wreckers avait bonnement et simplement exécuté des prisonniers Decepticons de sang-froid, se rendant coupable de crimes de guerre et tranchant avec l'image héroïque dégagée par le groupe et entretenue par Iron Fist lui-même. Pyro, voyant des Decepticons forcer la porte, sent que c'est son moment. Pour faire gagner du temps à ses coéquipiers, il s'apprête à faire front tout seul face aux assauts ennemis. Lui qui rêve d'être un héros comme Optimus Prime, un Autobot fier et courageux, s'apprête à connaître son heure de gloire. Alors que les autres s'enfuient, il protège leur retraite et se fait démembrer, bonnement et simplement. Pas de mort héroïque ou glorieuse, pas même de gros dégâts face à autant de Decepticons. Pyro s'est simplement fait mettre en pièces. À l'extérieur, après avoir réussi à fuir, Springer, Impactor et les autres affrontent Overlord dans un déchaînement de violence absolue. Impactor arrache un œil d'Overlord, Guzzle est coupé en deux, et Springer se fait littéralement arracher la moitié de son visage, qui reste dans la main du général Decepticon. Après avoir réussi à faire exploser des bombes sur Overlord, Iron Fist est également vaincu, laissant ce dernier seul face à Verity Carlo. Ne faisant pas le poids physiquement, elle lui porte pourtant un coup qui est peut-être le plus violent de tous. Megatron est mort. Oui, alors qu'Overlord avait passé 3 années de sa vie à attendre son ancien chef, voyant en lui un rival et espérant capter son attention, jamais le leader des Decepticons n'aura fait attention à lui. L'objectif de vie d'Overlord, prouver sa supériorité à Megatron, venait de s'envoler. Précisons d'ailleurs que oui, à ce moment de la timeline des comics, Megatron est effectivement présumé mort, à la suite des comics All Hell Megatron justement. Impactor arrive par surprise et empale alors Overlord, le blessant et le mettant à terre. Réfléchissant à l'achever, il retient la leçon de ses erreurs passées et choisit de l'épargner. La justice fera son travail. Même si la mission est un succès relatif, Overlord ayant été appréhendé et les données d'Equitas récupérées, le nombre de pertes côté Wreckers est immense. Springer est entre la vie et la mort, les recrues ont été décimées, et Iron Fist, qui avait survécu, succombe sur le chemin du retour. On apprend alors que Prowl avait conclu avec lui un marché quelques mois plus tôt. En effet, l'ancien fabricant d'armes avait une balle à l'intérieur de sa tête qui s'approchait petit à petit de son module cérébral, pouvant le tuer à tout moment. Prowl, sachant qu'il était admiratif des Wreckers et qu'Equitas nécessitait un sacrifice, eh bien il a proposé à Iron Fist de réaliser son rêve, devenir un Wrecker, juste avant de mourir. Si c'est finalement Topspin qui s'est sacrifié sur place, il savait que ses jours étaient comptés, et on apprend alors pourquoi Prowl et les hauts placés des rangs Autobots souhaitaient autant récupérer ces données. Au-delà des informations sur les criminels Decepticons qui étaient contenus, il y avait surtout à l'intérieur d'Equitas des éléments compromettants pour les Autobots, des historiques de crimes de guerre, des infos hautement sensibles, etc. etc. En bref, de quoi alimenter la propagande Decepticon si ces derniers mettaient la main dessus. Même si Prowl et Ultra Magnus s'accordent sur le fait qu'un jour ces informations devront être rendues publiques, peut-être est-il préférable que ce ne soit pas le cas tant que la guerre fait encore rage. De retour sur Terre, Verity écrit alors la dernière entrée du site de Physitron, un hommage aux Wreckers qui viennent peut-être de vivre leur ultime mission ou simplement une autre de leurs nombreuses histoires. Transformers Last Stand of the Wreckers est un comics qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie, et qui continue aujourd'hui d'être cité parmi les meilleurs de l'histoire de la licence, en particulier pour son utilisation de personnages souvent relégués au second plan, ou qui pour certains vivent même ici leur première apparition sur papier. Ce qui est particulièrement relou quand tu es scénariste de comics, c'est que tu te trouves dans un gros univers étendu la plupart du temps, et donc tu ne peux pas toujours utiliser les personnages que tu souhaites. Dans notre exemple ici, l'histoire de Last Stand of
of the Wakers aurait été impossible à raconter avec les personnages principaux de la franchise, car parallèlement, d'autres séries de comics devaient sortir. C'est donc en cela que l'utilisation de certains personnages plus obscurs a permis aux auteurs d'exprimer autant que possible leur vision et leur choix scénaristiques. Des personnages plus populaires, comme Grimlock ou encore Scorponok, ont pendant un temps été envisagés, mais ils ne seront jamais apparus, et avec le recul, c'est peut-être pas plus mal. Côté artiste justement, ce sont James Roberts et Nick Roche qui sont à la barre, ce dernier étant scénariste et dessinateur, avec Josh Burcham pour les couleurs. James Roberts, dans un premier temps, eh bien il s'est fait connaître en tant que scénariste grâce à son travail sur les Wakers justement aux côtés de Nick Roche. Mais avant cela, il n'avait fait que peu de taf sur des médias officiels. Côté fan, en revanche, il est l'un des fondateurs de Transmasters UK, l'un des plus vieux groupes de fans britanniques de la licence, ayant publié nombre de médias amateurs, notamment des fanzines. Il travaillera au début des années 2010 sur certains des comics les plus acclamés de Transformers, Chaos Theory notamment, avec Optimus Prime et Megatron, mais aussi et surtout More Than Meets the Eye, dont il est le scénariste principal. Nick Roche de son côté est également passé par Transmasters UK, mais a intégré plutôt les rangs des comics officiels. Il a écrit plusieurs comics Spotlight, mais en dessine aussi d'autres à partir de 2006 et 2007. Last Stand of the Wakers sera son premier gros accomplissement, qui sera suivi par 2 autres chapitres, et un retour en 2022 pour Last Bot Standing, dont on a parlé en vidéo. Je pense donc que ça aurait été assez clair dans cette analyse, mais l'un des thèmes principaux de Last Stand of the Wakers, c'est la réalité de la guerre et le contraste entre des héros fantasmés et une réalité crue et violente. Les morts de ce comics ont un côté assez brutal et pour beaucoup limite pathétique, car des mots de Nick Roche lui-même, c'est l'histoire de bons personnages qui meurent de façon vaine et futile. Iron Fist lui-même est d'ailleurs aussi un bon exemple de cela. Lui qui a passé sa vie à relater les exploits des Wakers, découvre la réalité du terrain, ainsi que les nombreux crimes qui ont pu être commis par les gentils de l'histoire. Et justement, là aussi c'était évident, mais l'autre sujet de ce comics, c'est de voir des soldats être sacrifiés pour préserver l'image d'une cause, d'un camp, sur ordre de leurs supérieurs. Mieux vaut un tas de Wakers morts et aucune information compromettante révélée au public que des vies sauves et le dévoilement de crimes de guerre des Autobots. Au milieu de tout ça, on retrouve également le personnage d'Overlord, hérité des continuités japonaises de la G1 et qui fait ici son retour. Il offre de son côté une autre vision d'un dissident côté Decepticon, un personnage tellement obsédé par une supposée rivalité avec Megatron qu'il va commettre les pires atrocités pour espérer attirer son attention avant de réaliser qu'il est pathétique et insignifiant aux yeux de ce dernier. D'ailleurs, le choix d'avoir une équipe de Wakers menée par l'un de leurs leaders les plus célèbres, Springer, et le fait que ce dernier soit défiguré et quasiment tué à la fin de l'histoire, renvoie à l'origine de ce personnage. Springer, c'est un Transformers créé en 1986 sur le modèle des action heroes de l'époque. Un héros réganien, cool, fort et courageux. Non pas que les autres personnages de l'époque ne partageaient pas certaines de ses caractéristiques, mais Springer a été conçu avec ça en tête depuis le début. Et justement, à la tête des Wakers, il a mené nombre de missions et connu le succès. Mais ici, dans cette logique de déconstruction des héros de guerre, Springer est démoli. Il mène une partie de son équipe vers une mort certaine, y compris des jeunes recrues. D'ailleurs, le personnage était bien censé mourir pour de bon au départ, ce qui a été refusé par Hasbro. Mais symboliquement, le message reste le même, une déconstruction des héros hollywoodiens de l'époque à laquelle Transformers a commencé à exister. Et c'est limite cocasse de voir que ce comics est sorti à une époque où les films Transformers, glorifiant justement les militaires, étaient à leur apogée. On peut apprécier Last Stand of the Wakers pour le déferlement d'action et de violence qu'il propose, tout autant que pour ses personnages bien développés et attachants. Mais comme souvent, on voit qu'il ne faut pas se fier aux apparences, et que sous cette apparence justement très bourrine, se cache un message simple et universel, et pourtant essentiel. Il faut savoir que Last Stand of the Wakers aura 2 suites, Sins of the Wakers et Requiem of the Wakers, dont on parlera à l'avenir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce comics en commentaire, l'avez-vous lu ou au contraire découvert avec cette vidéo, et aimeriez-vous le voir être traduit un jour en français? Dites-moi tout ça. Bref, sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao. Overlord, Transformers, avion étant prêt à combattre, il s'assemble en méga-base, super puissant, il se transforme en un robot redoutable. Le colossal Overlord. Overlord, Transformers.